Vous pensez que je suis assez bête pour voir Vladimir Poutine en Messie? Moi, j'ai une tête d'admirateur de Poutine. On n'est pas le dépotoir des cultures du monde entier si les autres du monde entier ne sont pas capables d'apprendre de nous aussi. Je sais que dans le logiciel néocolonial français, les Noirs sont des êtres inférieurs qui ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes et qui doivent toujours être guidés par des Blancs. C'est ce qu'ils pensent. Et c'est pour cette raison qu'ils estiment que quand on interagit avec des non-noirs, on est toujours dans une logique de subordination. Que nous cherchons des partenariats, mais nous ne chercherons jamais des patrons. Et je pense que ce qui leur pose problème, c'est d'avoir affaire à des Noirs intelligents. Et donc on a été jeté au trou, au sous-sol -4 de la DGSI. L'objectif très clair des services de renseignement, c'était de nous mettre au trou pour un bon bout de temps. L'un des policiers d'ailleurs s'est laissé aller à un propos disant que vous risquez pas de revoir la lumière avant un bout de temps, monsieur Seba. Toute action que le système néocolonial mène contre nous est une action qui servira en réalité à la propagation de nos idées et à l'accentuation, à la consolidation de notre agenda. C'était quelque chose d'extrêmement clair. Il y a eu des errements de certaines personnes qui découvrent le combat politique au XXIe siècle ou qui découvrent le combat politique en 2024 et qui se disent « Ah, Kémy, il a fait preuve de naïveté, il est venu en France, il savait pas les risques. » On mène ce combat depuis 25 ans. Si l'activisme politique était une discipline universitaire, je serais professeur ou un titre au-dessus. D'accord ? On était préparé à cela. Kémy Seba sur la chaîne YouTube Aloha News donne une puissante interview où il revient en détail sur son arrestation. Il présente avec beaucoup plus de vérité les circonstances, les personnes impliquées, les organismes et les organisations impliquées, même au sein de l'État français. Par exemple, j'ai été surpris d'apprendre que c'était commandité, que cette opération contre lui était commanditée par les services de l'administration territoriale et les services des affaires étrangères, comprenant la dangerosité, ont donc mis la pression à l'autre service, à l'autre instance gouvernementale pour pouvoir éviter que la situation ne devienne hors de contrôle. Vous voyez jusqu'où ça allait. Dans cette interview, il revient aussi sur certaines critiques qu'on lui a données, parlant par exemple de sa présence en France, ou encore du fait qu'on l'accuse de faire de la géopolitique, ce qui est insensé en soi. Bref, le mieux encore, c'est d'écouter et de vous faire votre propre avis. La version intégrale de l'interview dure 40 minutes. J'ai juste fait là une compilation de ce qui m'intéressait et c'est ça que j'ai décidé de vous montrer. Allez voir la vidéo intégrale si ça vous intéresse. Et tu as été arrêté le 14 octobre en France par les autorités françaises. Est-ce que tu peux me raconter ces moments-là? Il était important que je rende visite à un membre de ma famille qui est très malade, qui a besoin de moi et qui nécessitait donc ma présence. Je sais qu'en Occident, le rapport des aînés aux cadets, c'est pas un rapport qui est sacré. On a tendance à mettre les aînés, les parents, dès qu'ils sont un petit peu malades ou qui sont dans de grosses difficultés, à les mettre de côté. Moi, je suis un Africain et je suis dans une dynamique justement du retour à soi et de la connaissance de soi et de la connaissance des siens et du respect du sacré. Et les parents, c'est quelque chose de sacré. Donc, à partir du moment où ma présence était nécessaire, même si ce n'était pas ma première passion que d'aller dans cette zone, j'y suis allé et j'en ai profité pour justement coupler les différentes dynamiques et démarches que je devais effectuer, puisqu'on devait rencontrer des membres de l'opposition qui voulaient me voir depuis un certain nombre de temps. Et donc, j'en ai rencontré séparément et pour des rencontres qui étaient constructives. Et un jour avant ce qui était censé être mon départ, la police, les services secrets, les membres de la DGSI, nous ont sauté dessus, moi et mon collaborateur. On était partis se restaurer avant de rejoindre chacun nos proches, d'accord. Et ils nous sont tombés dessus à 40 dans les rues de Paris, 40 surarmés. Une arrestation violente qui me fait sourire dans le sens où s'ils n'avaient pas la cagoule et si c'était en un contre un, comme je l'ai dit à l'un des policiers, ils n'auraient pas pu lever la main sur nous, ils le savent. Mais c'est les réflexes négrophobes d'un système vicié, vérolé, corrompu, d'accord, qui agit dans une dynamique néocoloniale et qui voit le noir rebelle ou la noire rebelle comme du gibier. Et donc, ils nous ont arrêtés, arrestation brutale, rien de nouveau pour un homme noir au XXIe siècle. Hein, je veux dire, depuis que j'ai 15 ans, 16 ans, les brutalités policières, c'est quelque chose que l'on vit dans notre chair et qu'on a fini par, non pas banaliser, on ne geint pas, on ne pleure pas, mais c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Et donc, au moment où ils me jettent dans la voiture, il y a un des policiers, un des jeunes policiers, membres de la DGSI, qui me dit, alors comme ça, Monsieur Seba veut être président du Bénin. Qu'est-ce qu'il a de mieux, Monsieur Seba, que président Patrice Talon? Il est très bien, Patrice Talon. Qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait faire de mieux que lui? Et je lui ai dit, en quoi un membre de la DGSI se préoccupe de l'avenir politique du Bénin? Et pourquoi un membre de la DGSI va dans une démarche de défendre autant le président Patrice Talon? Est-ce l'un des vôtres pour que vous le défendiez avec autant
d'ardeur et que vous inquiétiez autant de mes projets politiques pour le Bénin et pour le peuple noir dans la globalité. C'était une question qui méritait, à mon sens, de réflexion. Je lui ai posé. Après, je lui ai posé. Il a pas continué. Je pense qu'il y avait un de ses supérieurs hiérarchiques qui lui a fait un signe en disant arrête de trop parler. Mais pour moi, il en avait déjà assez dit. Ce qui, dès le départ, plantait le décor. C'est-à-dire que la logique était clairement liée à nos projets politiques au Bénin, aux objectifs qui sont les nôtres, parce qu'ils ont très bien compris qu'en réalité, notre combat est un combat internationaliste noir, géopolitique. On est dans une dynamique du monde multipolaire, donc ça, c'est une dynamique transraciale qui dépasse le cadre des identités et des peuples, d'accord, mais qui va dans le cadre, justement, d'un équilibre global face à l'unipolarité qui est en train d'asphyxier le reste de l'humanité. Et parallèlement à cette réalité, il y a une démarche identitaire noire affirmée. Je suis un homme noir au XXIe siècle. Je me bats pour mes semblables. Et donc, on a été jeté au trou, au sous-sol -4 de la DGSI. Et on a été gardé à vue environ 72 heures. L'objectif très clair des services de renseignement, c'était de nous mettre au trou pour un bon bout de temps. L'un des policiers, d'ailleurs, s'est laissé aller à un propos disant que vous risquez pas de revoir la lumière avant un bout de temps, monsieur Seba. Et je lui ai dit, rira bien qui rira le dernier, vous avez vos plans, Dieu a les siens. On verra qui est le meilleur des planificateurs, même si j'avais une certitude que ça irait dans une direction qui serait en adéquation avec l'avancement de notre projet. Il est important pour avancer sur cette réflexion que je précise une chose, parce que il y a eu des errements de certaines personnes qui découvrent le combat politique au XXIe siècle, ou qui découvrent le combat politique en 2024, et qui se disent « Ah, Kémy, il a fait preuve de naïveté, il est venu en France, il savait pas les risques ». On mène ce combat depuis 25 ans. Si l'activisme politique était une discipline universitaire, je serais professeur, ou un titre au-dessus. D'accord ? On a commencé ce combat en 1999, à une époque où ça n'intéressait quasiment personne. Et on a gravi les échelons d'une audience groupusculaire jusqu'à une audience où on est aujourd'hui suivi par des millions de gens, et on est dans la sphère panafricaniste les plus suivis du monde francophone de très loin, et peut-être, de manière cumulée, du monde noir global. Nous, quand nous décidons de venir rapidement à Paris, voir nos proches, moi les miens, par rapport à mon aîné qui est malade, sur lequel j'ai déjà assez parlé, je ne vais pas encore m'étendre, on calcule les risques et on se dit, on sait très bien que les autorités françaises nous ont dans le viseur. Si on nous arrête, comment on planifie, comment on stratégise les choses? Tu t'y attendais un petit peu, quoi. On était préparé à cela et on se disait, parce qu'on est dans une dynamique qui est celle justement d'un combat, d'une guerre d'idées, d'une bataille culturelle dont parlait Gramsci. Toute action que le système néocolonial mène contre nous est une action qui servira en réalité à la propagation de nos idées et à l'accentuation, à la consolidation de notre agenda. C'était quelque chose d'extrêmement clair. Et ils pensaient véritablement mettre fin à notre réalité. Parce que c'était en réalité une initiative du nouveau ministre de l'Intérieur, d'accord, Bruno Retailleau, qui voulait gonfler les muscles en se disant on va mettre fin à l'existence politique du chef de file du panafricanisme contemporain, on va le mettre à l'ombre. Sauf qu'il n'avait pas prévu une chose, c'est que nos partisans, ils le savent, puisqu'ils le disent dans les notes et dans ce que nous on a lu par rapport aux questions qu'ils nous posaient. Ils sont dans une dynamique de concéder que notre audience est monstrueuse, mais ils ne savaient pas que cette audience allait autant se mobiliser. Je pense qu'ils avaient prévu, en coordination avec les services de la France-Afrique de manière générale, en Côte d'Ivoire, qui est la centrale de la France-Afrique communicationnelle aujourd'hui, et au Bénin, où malheureusement mon pays est pris en otage par un gouvernement, un régime complètement pro-France-africain, qui est une honte pour notre peuple, mais il disparaîtra tôt ou tard, parce qu'aucun régime n'est éternel. Et donc ce sont ces cellules de communication qui ont envahi l'espace numérique lors des premières heures de mon arrestation, parce qu'elles étaient au courant de ce qui allait se passer, et qui ont essayé de tourner en dérision l'arrestation, en disant « mais qu'est-ce que Kémy Seba fait à Paris, lui qui est anti-français ?» J'ai jamais été anti-français. Et donc les nôtres qui n'étaient pas au courant, parce que c'était une visite qui n'était pas annoncée dans le cadre de meeting ou autre, ont reçu l'information par le biais des réseaux de communication france-africains qui tournaient en dérision justement la communication au sujet de notre arrestation. Et ce n'est que quand notre ONG Urgence panafricaniste a communiqué, parce que notre organisation est comme une structure qui est enracinée dans la dynamique de la résistance et de la réaction d'urgence, comme son nom l'indique. Et donc, lorsqu'elle a réagi et elle a posé les éléments de langage et elle a contextualisé les raisons de notre venue, là, qu'est-ce qui s'est passé dans l'espace informationnel de manière spectaculaire? Nos partisans ont commencé de manière intense à réagir, d'accord, sur les réseaux sociaux, en faisant des vidéos, en intervenant, et certains d'entre eux, je ne le revendique pas, mais ont commencé à dire aux autorités françaises que c'était dans leur intérêt que Kémy Seba et son collaborateur Eric Djouti soient libérés. Parce que si Kémy Seba est non violent et que son organisation est non violente, tous ses partisans en Afrique ne le sont pas forcément. Donc il faut faire attention
à ne pas attaquer ceux qui sont dans une dynamique de discipline, parce que si vous les attaquez eux, d'autres seront beaucoup moins disciplinés. Et je pense que cet ensemble de réactions en Afrique, dans les territoires d'outre-mer, en Europe, en France, de nos partisans, d'accord, dans les Amériques, de manière générale, cela a entraîné que du côté du ministère des Affaires étrangères, qui eux sont sans doute beaucoup plus alertes de la force de réactivité de nos militants et de notre base militante dans le monde, au-delà même de la question des réseaux sociaux, parce que il y a les réseaux sociaux, on a une audience massive, et puis il y a maintenant le terrain, où il y a des gens qui ne s'expriment même pas sur les réseaux sociaux, mais qui s'exprimeraient d'une autre manière si le système néocolonial essayait de nous faire du mal. Parallèlement à cette réalité, quand ils disent que intelligence avec l'ennemi, dans le but d'atteindre aux intérêts fondamentaux de l'État, c'est la question que je leur ai posée. J'ai dit, mais c'est quoi les intérêts fondamentaux de l'État? C'est le franc CFA? C'est les bases militaires? C'est la cooptation de nos dirigeants, comme Patrice Talon coopté par l'Élysée, ou Alassane Dramatique Ouattara par l'Élysée? C'est quoi les intérêts fondamentaux de l'État? C'est le fait que l'on ne veuille plus que le franc CFA soit adossé à l'euro, qui est une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales, et cela anéantit tout processus de compétitivité. Et tout le monde sait aujourd'hui que la balance commerciale des pays d'Afrique, de la zone franc, est déficitaire à cause de ce système. C'est quoi les intérêts fondamentaux de l'État? Et quand je leur posais ces questions, alors que eux m'interrogeaient, à un moment donné, un des inspecteurs de la DGSI me dit, Monsieur Seba, vous parlez beaucoup, on n'est pas dans une interview. Parce qu'ils sont habitués quand ils posent des questions, parce que les gens aient peur. Mais bon, je vais avoir peur de quoi? Je suis en mission pour mes aïeux. Où ils me disent, vous avez travaillé, vous avez collaboré avec les Russes ou autres, etc. Je dis, mais comment ça se fait que quand les Occidentaux font de la géopolitique, on dit ils sont brillants, c'est des stratèges. Mais quand maintenant des Noirs font parler leur cerveau et créent des alliances aux quatre coins du monde, en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, en Asie, en Afrique, dans le monde arabe, on dit, ah, ce sont des subordonnés au terrorisme international. Il n'y a pas de terroristes chez nous. On n'est pas dans une dynamique violente. On réprouve la violence. Je sais qu'il y a objectivement au sein de nos partisans, qui sont très nombreux, des gens qui parfois sont moins patients que moi. Mais moi, je sais pourquoi je prends la non-violence. Je sais très bien pourquoi je le fais. J'ai compris que la non-violence était une stratégie tellement puissante parce qu'elle discréditait celui qui effectuait des moyens disproportionnés contre toi, aux yeux du monde. Si quelqu'un effectue des moyens disproportionnés contre toi, et que tu laisses cet individu, non pas tu te laisses faire, c'est pas ce que je dis, mais que tu montres les moyens disproportionnés qu'il utilise contre toi, la réponse, la plus belle des réponses, c'est le jugement du monde. Je sais que dans le logiciel néocolonial français, les Noirs sont des êtres inférieurs, qui ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes et qui doivent toujours être guidés par des Blancs. C'est ce qu'ils pensent. Et c'est pour cette raison qu'ils estiment que quand on interagit avec des non-Noirs, on est toujours dans une logique de subordination. Que nous cherchons des partenariats, mais nous ne chercherons jamais des patrons. Parce que le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Je suis extrêmement clair. Et je pense que ce qui leur pose problème, c'est d'avoir affaire à des Noirs intelligents. La Russie, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a tenu des propos vis-à-vis des bourgs en Afrique du Sud, ou des Blancs dans certaines contrées du monde face à la violence raciale, ou même en Occident. Vladimir Poutine soutient des partis que je vomis en Occident, comme le RN, ou je ne sais quel autre mouvement identitaire en tant que tel. Vous pensez que je suis assez bête pour voir Vladimir Poutine en messie? C'est comme les services de renseignement qui rédigent ou qui fabriquent nos fiches Wikipédia qui racontent n'importe quoi et qui disent qu'Emi Seba est un admirateur de Vladimir Poutine. Moi, j'ai une tête d'admirateur de Poutine. Moi, je suis admirateur de personne, si ce n'est de notre peuple. Parlez-moi de Kwame Nkrumah. Parlez-moi de Khalid Mohammed. Parlez-moi de Winnie Mandela. Parlez-moi de Kwame Touré, Stokely Carmichael. Parlez-moi du roi Béanzin. Parlez-moi des Agoché. Mais arrêtez de raconter n'importe quoi en faisant croire qu'on est admirateur des uns ou des autres. Par contre, Poutine est un problème pour l'oligarchie occidentale. Et ce qui est un problème pour l'oligarchie occidentale, moi, ça m'arrange. Même si c'est temporaire. L'ennemi de mon ennemi peut être ponctuellement mon ami. Ça ne me fera jamais mon messie. On ne peut pas être plus clair. On n'est pas le dépotoir des cultures du monde entier si les autres du monde entier ne sont pas capables d'apprendre de nous aussi. Nous sommes une nouvelle génération. Et quand on va prendre, justement, nos responsabilités institutionnelles, on est dans cette voie. Je te le dis et je te le répète les yeux dans les yeux. Ce pays, qui est le Bénin, va être un pays qui va rappeler à l'humanité entière qu'il faudra respecter l'Africain, l'Africaine, qu'il faudra respecter l'homme noir et la femme noire du continent et de la diaspora. Et nous avons décidé qu'on ne va plus laisser les tenants de la France-Afrique et du système néocolonial diriger nos pays. Donc on prend nos responsabilités. On est aujourd'hui dans un pays au Bénin où le code électoral exclut les 3/4
des candidats, des opposants, et il n'y a que ceux qui sont validés par le régime Talon qui pourront concourir. Ça ne se passera pas comme ça. On va revenir à l'affaire. Tu es libéré par la suite. Comment t'apprends ça et même d'un point de vue, on va dire, géostratégique, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça impacte ton combat? Comment ça se passe? On renforce notre combat comme jamais auparavant. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il y a eu des tensions entre, à mon avis, les deux courants, deux ministères, entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères. Le ministère de l'Intérieur, avec leur nouveau super guerrier, là, Bruno Retailleau, pensait pouvoir casser du noir. Et ça n'a pas marché pour lui, parce qu'on n'est pas des noirs qu'on peut casser. Et je pense qu'ils sont en train de le comprendre. Et le ministère des Affaires étrangères a dû dire, non pas parce qu'il apprécie notre combat, le moins s'en faut, il a dû dire au ministère des Affaires intérieures que vous êtes en train de faire exactement ce que les panafricanistes attendent. C'est-à-dire que vous êtes en train de tomber dans leur piège, d'en faire des martyrs, et plus vous les persécutez, plus les Africains, les Antillais, les Noirs de la diaspora sont en train de les présenter en héros. Je pense que c'est exactement ce qui s'est passé suite à la mobilisation massive qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, et en dehors, où ça commençait déjà, beaucoup de gens commençaient à localiser les intérêts français en Afrique francophone, et je pense qu'ils ont très rapidement fait le calcul, malheureusement trop tard, parce que 3 jours, on a été arrêté lundi après-midi, on est sorti mercredi nuit, c'était déjà des heures de trop, des jours de trop. Et on n'a jamais eu, depuis la période du billet brûlé de francs CFA, autant d'adhésions en un espace-temps aussi réduit. Les gens ouvrent les yeux. Plus on nous attaque, plus cela rappelle à tout un chacun que le combat qu'on mène est un combat qui va dans le sens de l'autodétermination, de l'élévation. Donc, géopolitiquement, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour nous. Pour eux, c'est négatif. Leur enquête est toujours ouverte. Ils sont en train d'essayer de chercher comment faire pour pouvoir nous coffrer. Ils essayent. On sera leur terminus. Et ils vont lire l'heure. Ils vont lire l'heure avec un L majuscule pour lire et un H majuscule pour heure. Que le système néocolonial continue à nous attaquer, on continuera à résister.